Pour des gens qui ne travaillent pas sur le même sujet de recherche que moi, parce que la seule chose que j'ai envie de faire, en tout cas la seule chose que vous avez envie de faire, c'est de parler à des gens qui travaillent exactement sur le même sujet que vous, pour confronter les idées, pour confronter les défis et finalement avancer en même dans votre recherche. Mais il faut quand même se souvenir il faut quand même avoir en tête qu'il y a des nouveaux champs de recherche qui émergent de la fusion de disciplines qui sont assez éloignées les unes des autres. Vous pouvez penser à la génétique et l'informatique qui a donné naissance à la bioinformatique. Vous pouvez penser aussi, par exemple, à la physique, à l'optique en physique et les neurosciences qui se sont mariées et maintenant on regarde le cerveau en mettant des fibres optiques dans le cerveau. Forcément, pour que le physicien et le neuroscientifique se parlent, élaborent un projet de recherche comme ça, il a fallu qu'ils se parlent de façon intelligible, donc il a fallu qu'ils vulgarisent l'un pour l'autre. Donc finalement, vous devez tourner... on parlait du message, je parlais du message que vous voulez transmettre à vos auditeurs. Vous devez tourner finalement le résultat scientifique pour intéresser votre auditoire, celui qui va être en face de vous. Et vous devez adapter le niveau de vulgarisation. Donc là, vous avez fait, en fonction de l'auditoire que vous avez déterminé votre message. Maintenant, il faut structurer, il faut savoir comment vous allez présenter ce message-là. Puis, donc ce résultat de recherche. Et là, vous avez en tête toutes les étapes de votre recherche qui vous ont permis d'arriver à ce résultat de recherche que vous voulez présenter aux gens qui sont devant vous. Mais vous ne pouvez pas tout présenter, parce qu'il y a une quantité limite d'informations que vos auditeurs vont pouvoir assimiler pendant votre conférence, mais aussi peut-être pendant toute la journée de conférence, et a fortiori pendant 5 jours de congrès. Les gens ils vont en avoir plein les neurones, et vous ne pouvez pas tout raconter. Donc vous devez élaguer pour aller à l'essentiel, faire un tri et choisir 2 ou 3 données de tous vos résultats de recherche, de toute votre démarche, qui sont reliées par un fil conducteur et qui conduisent directement au résultat, donc au message que vous voulez transmettre à ce public. Et là, le fil conducteur, c'est important parce que c'est ça qui va vous permettre de structurer votre présentation pour qu'elle soit linéaire. Parce qu'une présentation de conférence, pour qu'elle soit facilement compréhensible, il faut qu'il y ait un fil linéaire. Puis là, je vais faire un détour par le cinéma. Vous pouvez imaginer un film avec un scénario qui est parfaitement linéaire, les événements se déroulent les uns à la suite des autres, tout va très bien. Et puis par contre, un autre film, comme vous en avez certainement déjà vu, avec des allers-retours dans le temps. Puis là, les choses se mettent en place et on découvre finalement à la fin pourquoi on nous a présenté telle image au début. Alors au cinéma, c'est très bien, ça, ce genre de choses. Mais pour la science, elle est suffisamment compliquée comme ça, c'est pas la peine de rajouter. Donc il faut privilégier le scénario linéaire, d'où l'idée de sélectionner 2 ou 3 données intermédiaires qui vous conduisent avec un fil conducteur au résultat que vous voulez transmettre. Donc je vous montre ce scénario-là que vous connaissez bien, qui est donc celui d'un article avec l'introduction, les différentes méthodes, résultats, discussion. Puis vous savez très bien quand vous lisez un article de ce genre-là, quand vous arrivez dans la section résultats ou discussion, il y a une discussion sur la méthodologie. Puis là, vous êtes obligé de retourner 3 pages en arrière pour revoir les détails de la méthodologie. Ça va parce que vous pouvez retourner 3 pages en arrière. Mais si vous faites ça à l'oral, ce sera complètement inefficace parce que les gens ne pourront pas retourner 5 minutes avant pour réentendre ce que vous avez dit 5 minutes en avant. Donc, à l'oral, vaut mieux cette structure-là, linéaire, avec l'introduction, et ensuite les sous-objectifs 1, 2 et 3, donc qui correspondent aux 2 ou 3 données que vous avez identifiées précédemment et qui mènent directement au résultat, au message que vous voulez transmettre à votre auditeur, à vos auditeurs. Et finalement, ça termine par la conclusion et le message que vous voulez transmettre. Puis, ce faisant, donc, vous avez là une structure linéaire qui va vous permettre, donc une structure linéaire qui est une présentation plus efficace, et qui va vous permettre également d'annoncer le plan de votre présentation dans votre introduction. Parce que ça aussi, c'est un élément qui va faciliter la compréhension de vos auditeurs,
si vous annoncez le plan de votre présentation, si vous les conditionnez en quelque sorte avec ce qu'ils vont entendre, ils vont avoir plus de facilité à vous comprendre, plus de facilité donc à retenir le message que vous leur transmettez. Donc dans le plan, vous allez annoncer l'objectif de la recherche et la démarche, votre démarche scientifique qui vous a permis de faire avancer votre recherche et d'arriver au résultat que vous voulez transmettre. Donc je vous donne un exemple, là, bon, j'ai inventé un peu une histoire, je ne suis pas dans votre domaine, donc j'ai inventé un petit peu une histoire, mais mettons que vous travaillez sur les impacts de la pollution agricole sur la biodiversité aquatique, dans le lac Saint-Pierre par exemple, et pour étudier ça, vous avez donc fait une recherche en plusieurs démarches, vous avez voulu quantifier avoir un portrait de cette quantification de cette pollution agricole, donc vous avez fait des échantillons dans les affluents, dans le lac Saint-Pierre, des nitrates et des phosphates. Ensuite, en deuxième étape, vous savez très bien que quand il y a des nitrates, des phosphates, ça induit une certaine prolifération de certaines algues. Donc, vous allez avoir un portrait de cette prolifération d'algues. Vous allez faire des contacts, vous allez faire différentes mesures pour évaluer la croissance de ces algues. Et puis ensuite, vous voulez avoir également un portrait de cette biodiversité. Vous allez faire des inventaires de la biodiversité aux différents endroits. Et vous allez superposer les 3 couches d'informations et vous allez pouvoir répondre à la question, à l'objectif. Donc, bon, ça, c'est une histoire complètement fictive que j'ai inventée. Je ne sais pas si c'est réaliste ou pas dans votre domaine ou pas. Mais en présentant comme ça, dans votre introduction, votre démarche scientifique et le plan de votre présentation, vous allez pouvoir induire, conditionner, préparer les auditeurs à entendre ce qu'ils vont entendre, finalement, vos résultats. Et ça va faciliter leur compréhension et faciliter leur mémoire. Je passe directement à la conclusion. En fait, aussi, j'ai oublié de dire, il y a 2 moments qui sont d'écoute maximale dans une conférence. C'est l'introduction. Pourquoi? Parce que c'est là que vous allez donner le contenu de votre conférence et finalement, c'est là que les gens vont décider si ça les intéresse ou pas, ou s'ils vont regarder leur texto. Donc, c'est le moment où finalement, ils vont décider s'ils restent à vous écouter ou s'ils vont faire autre chose. Et l'autre moment important dans une conférence, c'est la conclusion. Pourquoi? Parce que bien souvent, au cours d'une conférence, on finit par décrocher à un moment donné de ce que le conférencier est en train de raconter, et donc on espère se raccrocher sur la conclusion en se disant le conférencier, il va faire une synthèse de sa conférence et je vais pouvoir me raccrocher comme ça. Donc, et c'est bien ça, effectivement, dans une conclusion, c'est la synthèse de votre présentation, et c'est là que vous livrez le gros de votre message. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'il ne faut surtout pas bâcler, faut se garder du temps pour dire la conclusion, pour ne surtout pas être obligé de la dire à la hâte et de bâcler la conclusion. La conclusion, c'est aussi un peu un jeu de questions-réponses. La question, c'est celle de l'objectif de recherche que vous avez présenté au début dans votre introduction, et la conclusion doit apporter une réponse à cette question. Donc en rappelant la question et donc en donnant la réponse, vous avez une sorte de duo, un écho entre la question-réponse, qui là aussi va aider les auditeurs à se remémorer l'ensemble de votre conférence, à se remémorer l'essentiel, donc qui va les aider à s'en rappeler ultérieurement au-delà du congrès et quand ils vont retourner dans leur laboratoire. Et puis je vous donne aussi une astuce aussi pour aider encore pour les auditeurs à se souvenir de ce que vous allez leur dire. C'est ce qu'on appelle en anglais le take-home message. Donc c'est le message que vous voudriez que les gens ramènent dans leur laboratoire. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est une petite phrase, une expression, comme un slogan un petit peu, quelque chose de fort. Ça peut être drôle, ça peut être pertinent, percutant, et qui est un peu un outil mnémotechnique pour permettre aussi à vos auditeurs de se souvenir de votre message et de vous. Ça va leur permettre de débobiner dans leur tête toute la conférence. Et quand est-ce que vous pouvez le mettre, ce take-home message? Bien, à la fin de la conférence, il y a une période de questions, 5 ou 10 minutes, et généralement, pendant cette période de questions, il y a une diapo complètement vide à l'écran avec juste marqué « Merci ». C'est la seule diapo qui reste à l'écran avec quasiment rien dessus. Toutes les autres défilent avec beaucoup d'informations, puis il reste 1 minute à l'écran. Donc ce que je vous suggère, c'est d'utiliser cette diapositive pendant la période de questions avec ce message fort qui va forcément imprégner les gens pendant la période de questions. Ils vont avoir que ça à voir. Alors c'est pas moi qui ai inventé ça, évidemment. En fait, si vous regardez les conférences des entreprises, les industriels, ils savent très bien mettre leur slogan publicitaire à la fin de leur présentation.
Il y a quelques universitaires qui commencent à le faire également. Ça, c'était des chercheurs de l'Université de Liège, bon, dans un tout autre domaine que vous, mais vous pouvez adapter à votre sujet de recherche. Donc là, je vous ai parlé jusqu'à présent du message. Qu'est-ce qu'on met dans le message? Comment on identifie un message efficace en fonction du public qui est en face de vous? Comment on le structure de façon linéaire pour qu'il soit compréhensible facilement? Puis comment on insiste sur la conclusion pour finalement que ce soit une sorte de synthèse pour aider aussi les auditeurs à se souvenir de ce que vous avez dit. Mais maintenant, un message, il va être, une communication, elle va être efficace si le messager aussi lui-même il est efficace. Vous pouvez bien sûr imaginer qu'entre un conférencier qui va être caché derrière son pupitre et qui va parler sur un ton complètement monotone par rapport à un conférencier qui va venir au devant, qui va être animé, il y en a un qui va être plus efficace que l'autre. Donc, et ce messager, ben, c'est vous, c'est le conférencier. Et je vous rappelle aussi que vous faites partie du message, parce qu'un objectif de la présentation, c'est pas juste de donner vos résultats de recherche, c'est de vous faire connaître. Donc, c'est à vous de venir au-devant des gens. Et votre moyen de communication, bah, c'est une conférence, c'est une présentation orale. Donc, votre moyen de communication, c'est la parole, c'est le discours. Donc, il faut avoir un discours efficace. Et c'est pour ça qu'à ce stade de la conférence, j'insiste sur le discours plus que sur le diaporama. Évidemment, on prépare un diaporama, mais c'est quand même assez paradoxal qu'on passe énormément de temps à préparer un diaporama et si peu de temps à préparer le discours, alors que votre moyen de communication, c'est le discours. Donc moi, je vous invite à mettre du temps pour préparer votre discours, pour préparer un discours. Et quand je dis un discours efficace, en fait, c'est le langage parlé et c'est le langage paraverbal. Donc tout ça pour dire que finalement, un discours, ça se prépare, et ça se prépare donc quand même en l'écrivant, même si on ne dit jamais exactement ce qu'on a écrit, mais ça permet de faire entrer les phrases, les paroles dans la tête. Puis je vous signale d'ailleurs que les politiciens, quand ils font une conférence de presse, ils n'improvisent pas. Les lecteurs de nouvelles à la télé, même s'ils parlent, ils n'improvisent pas. Il y a quelqu'un derrière eux qui a écrit soigneusement leur discours pour choisir des phrases simples, des phrases claires, des phrases qu'on comprend du premier coup. Parce qu'il n'y a rien de tel que des phrases hésitantes, un discours haché, avec des « e » tous les 3 mots, ou un discours avec des phrases qui partent sur une idée, puis qui s'arrêtent et on embarque sur une autre idée. Ce genre de discours, c'est particulièrement inefficace. C'est pas comme ça que vous retiendrez l'attention de vos auditeurs, et c'est pas comme ça qu'ils se souviendront, qu'ils comprendront ce que vous direz et qu'ils se souviendront de ce que vous direz. Donc les phrases hésitantes, les « e », on les enlève, et c'est pour ça qu'on a besoin de préparer le discours avec des phrases simples, des phrases courtes, avec une idée par phrase. Quand je dis écrire le texte, ça ne veut pas dire que vous allez tout écrire et que vous allez apprendre par cœur non plus. Bien sûr, on a tous quand même un minimum de capacité à improviser. Et ce qu'il faut éviter quand on prépare nos discours, c'est d'écrire des phrases qui font une demi-page avec des propositions emboîtées les unes dans les autres. On veut des phrases simples avec des idées simples parce que c'est ce qui se comprend le plus facilement du premier coup. Et puis des phrases dans l'ordre logique des choses. Parce que c'est là aussi, sinon ça veut dire que les auditeurs vont devoir faire des opérations mentales pour remettre les phrases à l'endroit si vous dites les phrases pas dans l'ordre des choses. Donc je vais vous donner 2 petits exemples de ce que je veux dire par là. Par exemple, ça c'est le genre de phrase, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais c'est le genre de phrase qu'on entend régulièrement dans des conférences, des gens qui ont préparé leur discours. C'est une phrase qui est parfaitement correcte du niveau français. Ces résultats expriment le fait qu'en cas de fort événement pluvieux, les infrastructures existantes seront insuffisantes à les contenir. Donc il n'y a pas d'erreur grammaticale, il n'y a pas de faute. N'empêche que c'est une phrase qui est particulièrement inefficace. Il faut la remettre en l'endroit quelque part. Pourquoi ? Parce que insuffisante à les contenir, on se demande ce que c'est et on est obligé de remettre la phrase en l'endroit. Ça a l'air de rien, mais ce petit détail-là, pendant une fraction de seconde, pendant laquelle vous êtes en train de remettre la phrase à l'endroit, vous n'allez plus écouter ce que le conférencier continue à dire. Donc ça va être beaucoup plus simple, beaucoup plus clair si vous dites tout simplement « Ces résultats montrent que les infrastructures existantes ne suffiront pas à contenir les fortes pluies ». Donc ça en bas, c'est ce que j'appelle une phrase lisse qui est comprise instantanément, alors qu'en haut, c'est une phrase chaotique qui n'est pas comprise instantanément. Donc un autre exemple, j'ai décidé de faire des prélèvements à l'embouchure de ces 5 ruisseaux parce que j'avais cartographié le bassin versant et constaté qu'ils étaient les plus sujets à la pollution agricole. Si vous dites une phrase comme ça, là encore, les gens vont être obligés de faire une opération mentale pour remettre la phrase dans l'endroit.
Et pendant ce temps-là, pendant qu'ils feront cette opération mentale, ils ne vous écouteront plus. Donc ce sera beaucoup plus simple, beaucoup plus compréhensible, beaucoup plus efficace de dire « j'ai cartographié le bassin versant, j'ai constaté que ces 5 ruisseaux sont les plus sujets à la pollution agricole, j'ai donc décidé de faire des prélèvements à l'embouchure de ces ruisseaux. » C'est pas plus compliqué que ça, mais c'est beaucoup plus... C'est une compréhension instantanée, et c'est ça que vous devez viser. Une compréhension instantanée, parce que les gens, encore une fois, je le répète, mais ils sont peut-être, comme vous là, à la fin d'une journée d'activité, à la fin de 5 jours de congrès, et il faut leur mâcher le travail pour qu'ils comprennent instantanément et qu'ils puissent se souvenir de ce que vous leur avez dit. Aussi, même vous avez écrit un discours qui est efficace, avec des phrases qui sont claires, qui sont compréhensibles du premier coup, mais votre discours sera encore plus efficace s'il est vivant, si on l'écrivait de façon vivante. Et là, je vous donne quelques astuces. Adressez-vous à vos auditeurs en les interpellant. Si vous mettez des expressions comme « pensez-vous que si on intercepte les eaux de pluie sur les bâtiments, il va y avoir moins d'inondations ?» Forcément, ça va mettre vos auditeurs en mode pensée, ils vont devenir un peu partie prenante de votre conférence. Donc, au lieu d'être des récepteurs passifs, vous les faites entrer dans votre conférence. D'une part, elle devient plus vivante parce que vous leur posez une question, mais eux-mêmes prennent part à la vie de votre conférence. Vous pouvez aussi introduire un petit peu de suspense. On a fait des prélèvements, on a mesuré les taux de nitrate et de phosphate, et qu'est-ce qu'on a vu? Donc vous pouvez aussi introduire des éléments de suspense pour maintenir vos auditeurs éveillés. Parce que vous devez aussi lutter contre le décrochage de vos auditeurs. Et une autre astuce, vous pouvez introduire un petit peu d'émotion. Vous avez très bien remarqué quand on fait des recherches que parfois ça marche, des fois ça ne marche pas, on passe par différentes phases. Puis vous avez le droit de temps en temps d'exprimer vos émotions. Bien sûr, il ne faut pas mettre des émotions à chaque phrase parce que ça ne va pas paraître crédible, mais vous pouvez dire quand vous avez été surpris de constater que le niveau de nitrate était très bas, ou on a été déçu, ou on a été content de constater que les résultats corroboraient avec notre hypothèse. Donc vous pouvez utiliser de ce genre d'astuces pour préparer un discours vivant qui va faire, donc pour vous, qui va vous aider à vivre votre conférence et qui va aider vos auditeurs à vivre également votre conférence. S'ils vivent la conférence avec vous, ils s'en souviendront mieux. Ensuite, c'est bien d'avoir un discours qui est vivant, mais comme je disais tout à l'heure, s'il est dit par un conférencier qui parle sur un ton complètement monotone, ce sera moins efficace que si le message est dit par un conférencier vivant. Donc là, il s'agit d'ajouter le langage paraverbal, donc de faire varier le ton, de faire varier le ton et le rythme, et d'ajouter les gestes. Et ça, tout ça, c'est des éléments qui vont se mettre naturellement. Vous avez tous en vous, quand vous parlez entre vous, vos propres habitudes, votre propre ton ou rythme de parole et vos propres gestes. Mais ils vont se mettre en place seulement si vous avez déjà bien intégré votre discours. Si quand vous êtes au micro, vous devez chercher vos mots, vous cherchez ce que vous devez aller dire, ce sera forcément le langage paraverbal ne viendra pas, vous allez être figé. Donc quand je dis là, varier le ton et le rythme, ça veut dire par exemple, varier le ton, c'est tout ce qui va vous permettre d'exprimer votre émotion quand si vous êtes déçu, si vous êtes convaincu, si vous êtes passionné. C'est là que votre ton va se mettre à varier. Si vous êtes figé, si vous avez mal préparé vos discours, vous allez parler sur un ton complètement monotone, vous risquez d'endormir vos auditeurs. Varier le ton, varier le rythme, c'est par exemple ralentir quand vous avez des éléments importants à annoncer. Ce n'est pas le moment de prendre le TGV à ce moment-là. Il faut laisser le temps aux gens d'intégrer, d'assimiler ce que vous avez à leur dire quand vous leur annoncez un résultat important. Ça va aussi leur permettre de prendre des notes, ce qui leur permettra aussi de rapporter plus facilement le sujet de votre conférence dans leur labo. Vous pouvez même introduire des silences. Un silence avant l'annonce d'un élément important, ça met les auditeurs aux aguets. Ils sont dans l'attente, ils vont être dans l'attente de quelque chose parce qu'il ne se passe rien. Donc ils vont être tout oui quand vous allez leur annoncer cet élément important. Et vous pouvez même faire suivre cet élément important d'un autre silence. Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui vous écoutent ne vont pas avoir d'autre chose à faire que de faire résonner dans leur tête ce que vous venez de leur dire. Donc l'élément important que vous leur avez dit, ils vont l'entendre par vous-même et ils vont se l'entendre quand ils vont se le répéter dans la tête. Puis ça encore une fois, ça leur permet de prendre des notes. Et vous, ça vous permettra de récupérer, de reprendre votre souffle. Et puis je parlais du langage paraverbal des mains. Oui, vous avez des mains, donc si vous avez des choses à montrer à l'écran, je ne le fais pas très bien d'ailleurs avec ça,
Si vous avez des choses à montrer à l'écran, vous pouvez, je ne fais pas très bien avec ça, puis je vais vous dire d'ailleurs tout à l'heure pourquoi, vous pouvez utiliser les lasers pour montrer quelque chose à l'écran. Vous pouvez utiliser vos mains pour dire que vous avez pêché un gros poisson. Ça n'a pas le même effet que si vous avez pêché un gros poisson. Il y a un gros poisson qui va faire plus d'effet que le gros poisson. Donc vous pouvez utiliser vos mains. Vous pouvez utiliser vos mains pour commenter les images à l'écran. Si vous avez une carte, puis vous montrez vos titres d'études, montrez-le à la main pour ne pas laisser les auditeurs chercher où est-ce qu'on est sur la carte. Donc servez-vous de votre langage paraverbal, de vos gestes, pour rendre votre conférence vivante. Et puis également, adressez-vous à vos auditeurs. En fait, c'est la première chose que vous devriez faire quand vous prenez le micro, quand vous montez au pupitre, c'est de commencer par regarder les gens, ça va vous rassurer d'abord. Puis ensuite, généralement, quand on parle aux gens, on s'adresse aux auditeurs, on s'adresse aux gens, ce qui veut dire qu'on ne lit pas ses notes, on ne passe pas son temps à lire ses notes, sinon tout ce qu'ils vont voir, c'est le dessus de vos têtes, c'est pas forcément intéressant. Et de toute façon, si vous avez bien appris, si vous avez une bonne connaissance de votre discours est dans vos têtes et vos notes, elles sont là. Vous n'avez pas besoin de plus de choses que ce qui est sur votre PowerPoint. Mais il faut quand même éviter également de toujours regarder votre PowerPoint, parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que vous allez être constamment de profil. Vous serez d'accord avec moi que si on vous parle en étant comme ça, c'est pas comme ça qu'on parle aux gens non plus. On préfère être de face. Donc on regarde, pour être vivant, on s'adresse aux gens et on les regarde. Alors maintenant, donc, j'en viens au diaporama, parce que je suis sûre que vous attendez tous ça, et effectivement, le diaporama, c'est quand même assez important quand on fait une présentation des résultats, mais un diaporama, c'est pas un document à lire. C'est pas non plus un diaporama à faire défiler, sinon on appuie sur la touche et puis on va boire un café, mais les auditeurs, ils sont venus voir un chercheur en chair et en os. C'est pas une œuvre d'art non plus. Ça veut dire que c'est pas l'esthétique de votre diaporama qui va faire la qualité de votre recherche. Donc c'est pas la peine de passer des heures et des heures à vous demander si toutes les fioritures que vous avez mises sont bonnes ou pas. Par contre, un diaporama, c'est un support visuel. Et puis le mot support, il veut bien dire ce qu'il veut dire, c'est une aide. Ça va aider le conférencier à transmettre son message parce que ça lui sert de note, parce qu'il y a du visuel. Bon, vous allez avoir des résultats de recherche, vous aurez un peu plus d'illustrations que moi. Donc ça va servir de visuel pour guider les auditeurs dans ce que vous leur dites. Et ça va aider l'auditeur à recevoir le message. Mais un diaporama, pour qu'il soit efficace, il faut qu'il soit lisible, qu'il soit sobre, qu'il soit homogène mais pas monotone, attractif mais non distrayant, et synchronisé avec le discours. Donc lisible, on s'en doute, il faut qu'il soit lisible. Sobre, ça veut dire que s'il y a des fioritures autour, ça veut dire qu'il va y avoir des éléments distrayants. Quand il y a des éléments distrayants, ça détourne l'auditeur de ce qu'il est en train d'écouter. Le regard se fixe instantanément sur les petites choses qui sont autour, et pendant que le regard se fixe sur les petites choses, l'oreille n'est plus là. Quand je dis homogène et pas monotone, c'est un peu la même chose. Monotone, c'est parce que si vous avez un diaporama avec que des textes, ça finit par être monotone, ou un diaporama avec que des formules de chimie, dans les congrès de chimie, des formules avec que des tableaux, ça finit par être monotone, les auditeurs vont décrocher, donc ce ne sera pas efficace. Donc il faut essayer de le varier, mais il faut qu'il soit homogène dans le format. Il ne faut pas être en train de changer d'écriture ou de couleur ou de fond, de diapo à chaque diaporama, sinon ça va apporter des éléments distrayants, et pendant qu'on est distrait, on n'écoute plus. Attractif, parce qu'évidemment le pouvoir de l'image, il est quand même attractif, donc ça va aider vos auditeurs à rester réveillés, mais non distrayant, parce que là, s'il y a une distraction, il n'y aura plus d'écoute. Donc je vais donner quelques détails. Quand je parle pour être lisible, sobre et homogène, donc ça veut dire qu'on choisit des polices qui sont classiques, comme Arial, Times ou Calibri, et qu'on évite les polices fantasy, parce que les gens vont se dire « c'est quoi cette police-là que je ne connais pas ça ?» Dans ce temps-là, ils n'écouteront plus. Ça a l'air bête, mais c'est typiquement ce qui se passe. Taille des polices, évidemment, on écrit assez gros. Là aussi, c'est classique, on le répète tout le temps, mais si vous allez dans les congrès, vous verrez toujours des conférences, quel que soit l'âge des conférenciers, vous verrez toujours des conférences, des diaporamas écrits trop petits. On évite les formats italiques, ombrés et relief parce que c'est pas lisible. Puis la quantité de texte, la quantité de tableaux, on la limite également à quelques lignes, 1 ou 2 tableaux,
parce que sinon vous allez être obligé d'écrire trop petit et ce ne sera pas lisible. Et puis on choisit des couleurs contrastantes. Alors là, je vous ai donné ces informations, je vais vous donner les mêmes informations, mais de façon, avec la façon dont il ne faut pas faire. Donc avec un fond, donc ça veut dire que quand on a un fond, forcément nos yeux cherchent à savoir qu'est-ce qu'il y a en arrière. En plus, comme on a un fond, on éclaircit, donc c'est encore moins visible, donc on cherche encore plus longtemps à voir ce qu'il y a en arrière. Pendant ce temps-là, on n'écoute plus. Pareil, la petite fioriture, le souligné en damier, là, pendant que vous regardez et que vous êtes intrigué, attiré par ça, là, vous n'écoutez plus. Les police fantasy, là, les Bradley, c'est pas facilement lisible, et puis on se demande qu'est-ce que c'est que ça. Puis écrire tout en majuscule ou tout souligné, c'est pas particulièrement lisible. Et quand on a un fond, on risque d'avoir à un moment donné des couleurs qui ne sont pas contrastantes. Donc ça, c'est pour vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Aussi, sur un diaporama, donc là je viens de vous dire un peu les lignes générales pour savoir quoi mettre sur un diaporama, sur une diapositive, mais qu'est-ce qu'on met? Est-ce qu'on met des phrases? Est-ce qu'on met du texte? Est-ce qu'on met des tableaux? Est-ce qu'on met des graphiques? Alors, il faut savoir que la lecture, c'est un réflexe. On a beaucoup de mal à s'empêcher à lire quand il y a une phrase ou quand il y a des mots. Donc ça veut dire que s'il y a de la lecture, on n'écoute plus. Donc si les gens ne vous écoutent plus, ben, ils ne se souviendront pas de ce que vous avez dit. Le corollaire de ça, ça veut dire que les phrases, c'est inefficace. S'il y a des phrases, les gens vont lire, il va y avoir un décalage entre ce qu'ils vont lire et ce que vous allez dire, et c'est au détriment de ce que vous dites, et ce que vous dites est probablement plus important que la phrase exacte qui est affichée. Donc à la place des phrases, on va préférer des mots-clés, donc des mots-clés qui doivent être judicieusement choisis. Les mots-clés, c'est les mots que vous souligneriez ou que vous mettriez en gras dans une phrase si vous aviez à écrire la phrase entière. Vous pouvez utiliser des puces, bien sûr. Et puis les symboles, on les oublie souvent, les symboles, mais c'est une façon d'abord universelle. Donc il y a des gens qui ne parlent pas forcément la même langue que nous en face, dans l'auditoire. Ces symboles-là, ils sont généralement, et d'autres symboles sont généralement universels, ils ne prennent pas de place, ils sont d'une compréhension instantanée. Au-delà des mots, on peut aussi mettre des images. Puis certainement que vous allez avoir des résultats sous forme de différents, des graphiques, des histogrammes, des images, des cartes peut-être pour situer à vos auditeurs où est-ce que vous faites votre étude. Donc utilisez des images pour utiliser finalement le pouvoir attractif de l'image et maintenir vos auditeurs éveillés. Mais pensez également à illustrer votre démarche expérimentale. Et pour ça, vous pouvez utiliser des flèches du temps, des organigrammes. J'ai vu d'ailleurs ce matin, cet après-midi, dans l'une des ma thèse en 180 secondes, il y avait un organigramme. Je crois qu'il n'est plus là, celui qui avait utilisé ça. Mais c'est souvent très efficace pour expliquer une démarche expérimentale. Et puis des calendriers. Et puis il y a une panoplie de symboles de toutes les formes. D'ailleurs, plusieurs en ont utilisé d'ailleurs dans les présentations tout à l'heure, qui permettent, avec humour ou de façon percutante, d'exprimer une notion ou un concept. C'est souvent très efficace et il y a vraiment beaucoup de possibilités qu'il faut explorer. Alors, il faut utiliser des images pour produire un diaporama varié, mais il faut faire attention cependant à ne pas utiliser des images non commentées. Parce que les images non commentées vont nécessairement attirer le regard, comme je le disais, c'est un réflexe, on lit, on regarde, nos yeux sont attirés par l'écran. Donc une image non commentée va nécessairement attirer le regard, et pendant que vous êtes en train de décortiquer l'image non commentée, vous n'écoutez plus. Et probablement que vous êtes en train de faire cette expérience avec cette couverture de livre-là, probablement pendant que je parlais, vous essayez de lire quel était ce livre-là. Alors ça s'appelle « Comment endormir son auditoire en 30 secondes ». La communication orale avec diaporama. C'est l'un des nombreux livres dont je m'étais inspirée pour une formation que je donnais en 3 heures sur la communication en congrès. Donc, on évite d'utiliser des images non commentées. Et la conséquence de ça, c'est que les visuels préexistants sont souvent inadaptés. Parce que c'est très rare de trouver un visuel préexistant qui corresponde exactement à votre propos. Sur une carte, il va y avoir plein d'informations qui sont hors propos par rapport à votre sujet. Si vous travaillez sur le lac Saint-Pierre, ce n'est pas la peine d'avoir une carte qui va de Gatineau à Rimouski.
Si vous travaillez sur les affluents du lac Saint-Pierre, c'est pas la peine d'avoir une carte avec les numéros des routes autour du lac. Les gens vont être perturbés par ces numéros de route, ils vont vouloir regarder, je la connais cette route ou je la connais pas. Pendant qu'ils font ce petit travail-là, ils vous écouteront pas. Ça veut dire qu'il faut créer le visuel pertinent. Et je reconnais que c'est quelque chose qui est long, mais il en va un petit peu de l'efficacité de votre présentation. Et puis, la clé aussi d'un diaporama efficace, c'est de le synchroniser avec le discours. Parce qu'encore une fois, on a le réflexe de lire et de regarder l'image à l'écran plus que d'écouter. Donc, s'il y a de l'information à l'écran qui n'est pas synchronisée avec ce que je suis en train de dire, vous allez lire au lieu de m'écouter. Donc, il faut absolument synchroniser. Donc, vous pouvez évidemment synchroniser, ça veut dire que vous allez faire apparaître l'information au fur et à mesure que vous commentez donc des données dans un tableau pour diriger le regard de vos auditeurs vers telle donnée dans le tableau ou expliquer une courbe, ou appuyer les mots-clés que vous êtes en train de dire. Vous pouvez évidemment utiliser des animations, donc évidemment on veut des animations sobres, on ne veut pas des fantaisies, et puis sans en abuser, parce que si on en utilise beaucoup, on finit par plus se souvenir quand est-ce qu'on a mis des animations. C'est le genre de choses qui arrivent assez fréquemment. Finalement, on continue à parler, puis on a oublié qu'on avait 3 ou 4 animations, et puis le texte n'est pas arrivé. Donc sans en abuser. Puis vous pouvez aussi avoir un pointeur laser. Ça a l'avantage de mettre en avant le langage gestuel. Par contre, moi, personnellement, je trouve que c'est pas si efficace que ça, parce qu'on cherche toujours où est-ce qu'il est, là. On cherche toujours où est le point. Ça y est, je l'ai trouvé. Puis souvent, on a des petits mouvements parasites qui donnent la tremblote, ou qui finalement, je trouve pas que ce soit toujours efficace. En plus, des fois, ça tombe en panne, il n'y a plus de piles. Donc, bien souvent, j'aime mieux les animations. Finalement, personnellement, je trouve qu'elles sont plus efficaces. Voilà. Donc, en conclusion, je voudrais vous laisser avec ces 3 phrases-là, 3 phrases clés, 3 phrases que vous pourriez vous répéter dans toute votre démarche quand vous préparez une conférence. Quel est le message? Quel est votre message? Votre message sera-t-il reçu? Survivra-t-il à la présentation? Ça veut dire, quand vous préparez votre diaporama, quand vous écrivez votre discours, est-ce que tous les gestes que vous faites, est-ce que les mots que vous écrivez, est-ce que les détails que vous mettez sur vos diaporamas, le visuel que vous mettez dans vos diaporamas, va permettre à votre message d'être bien reçu par les auditeurs qui sont en face de vous? Et est-ce que ça va permettre à votre présentation, à votre message de survivre finalement à la présentation? Puis je voudrais aussi terminer en disant que faire une conférence, faire une présentation, c'est pas une corvée, c'est une chance. C'est pas souvent qu'on a l'occasion de donner, de partager avec des collègues le résultat des recherches, de partager le savoir qu'on a acquis ou l'expérience qu'on a développée. Donc il faut savourer ces moments-là plutôt que les subir. Donc c'est un peu là-dessus que je voudrais vous laisser. Ne subissez pas votre conférence, vivez-la pleinement. Voilà.